Le 10 avril 1912, des foules se sont rassemblées sur la plage de Southampton pour saluer le départ de ce qui était à l'époque le plus grand et le plus prestigieux navire du monde, le RMS Titanic. Le prix du billet de salon de première classe le plus cher était de 4 350 $, soit environ 70 000 $ en valeur actuelle. Mais à peine 5 jours après son départ, le navire a été englouti par l'océan Atlantique. Alors, revenons en arrière pour voir ce qui s'est réellement passé lors de cette nuit fatidique. Le capitaine voulait établir un record de vitesse pour le voyage inaugural du navire et arriver en avance. Le navire était considéré comme insubmersible. Il a foncé à plein régime dans les eaux sombres de l'Arctique. Après avoir repéré l'iceberg, l'équipage a désespérément essayé d'éloigner le navire et d'éviter la collision. Mais le Titanic se déplaçait trop vite et l'iceberg a déchiré le côté du navire, créant une énorme ouverture dans la coque. Ce n'était pas une seule et unique brèche, car les dommages se sont produits à plusieurs endroits. Au total, les dégâts se sont étendus sur une zone de 90 mètres. Mais les concepteurs du navire s'étaient préparés à la perspective d'une collision et avaient ajouté des compartiments étanches de chaque côté du navire pour faire office de zone de protection. 4 de ces compartiments pouvaient être percés et le navire resterait tout de même à flot. Mais comme l'iceberg a déchiré le flanc du Titanic, il a fait des trous dans 6 compartiments. Les compartiments ne s'étendaient pas sur la hauteur totale de tous les ponts et n'étaient pas réellement scellés en haut. C'est pourquoi, lorsque plus de 4 d'entre eux ont été inondés, l'eau a atteint le sommet des cloisons et a rempli les compartiments restants, entraînant le naufrage du navire dans l'océan. Imagine de l'eau qui déborde d'un bac à glaçons. Mais si la collision avait été frontale, aurait-il aussi coulé ? Les navires sont conçus en tenant compte des risques de collision et la plupart des navires sont équipés de cloisons anti-collision à l'avant. En fait, c'est comme le pare-choc ou la zone de déformation de ta voiture. C'est un élément de sécurité qui peut résister à un choc direct. La proue aurait pu absorber une partie de l'impact. Et certains experts ont estimé qu'en cas de choc frontal, seuls 2 à 4 des compartiments étanches auraient été inondés. En théorie, le Titanic n'aurait donc pas coulé et aurait même pu continuer à naviguer vers sa destination finale à une vitesse beaucoup plus lente. En revanche, la force de l'impact aurait été énorme. Mais bien que les passagers auraient été blessés par le choc, ils auraient pu rester sur le navire pour attendre d'être secourus par d'autres navires plutôt que d'être forcés à plonger dans les eaux glacées de l'Atlantique. Toutefois, l'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a suggéré que la force de l'impact n'était peut-être pas si importante. Il a déclaré à la commission d'enquête britannique que beaucoup de gens ont à peine ressenti la collision, et il a estimé que le navire n'aurait pas coulé s'il avait heurté l'iceberg de plein fouet. Le navire a également été conçu avec des portes étanches contrôlées à distance entre tous les compartiments, de sorte que toute inondation aurait pu être rapidement contenue. Étant donné que le Titanic présentait 6 brèches à la suite de la collision latérale, et que celle-ci s'est produite si rapidement, la fermeture des portes n'aurait rien changé puisqu'il était pratiquement impossible de le sauver à ce stade. Le vaisseau a immédiatement commencé à s'inonder. L'eau se déversait à un rythme d'environ 7 tonnes par seconde, 15 fois plus vite qu'elle ne pouvait être pompée. Si l'on peut imaginer que le Titanic aurait survécu si le navire avait heurté l'iceberg de plein fouet, cette idée soulève aussi quelques problèmes. Tout d'abord, les parois de collision ont été conçues pour survivre à un crash avec un autre navire, pas avec un iceberg géant. Si 2 navires entraient en collision, ils absorberaient une partie de l'impact dans leur cloison, partageant ainsi l'impact et restant probablement à flot. Mais un iceberg est statique, ce qui signifie que le Titanic a dû absorber la majeure partie de l'énergie de la collision. Si le Titanic avait été frappé la tête en premier, à cause de la vitesse à laquelle il se déplaçait, l'impact aurait probablement traversé tout le corps du navire. Imagine un navire de 46 000 tonnes qui se déplace à environ 20 nœuds, 37 km/h. À un moment donné, il heurte un iceberg qui peut peser plus de 100 000 tonnes. Cette collision créerait très probablement une puissante force qui endommagerait considérablement le navire. Il est possible que les jointures se déchirent, que les escaliers s'effondrent et que les rivets éclatent dans tout le navire. Tout cela pourrait potentiellement inonder encore plus de compartiments. Cela pourrait faire couler le Titanic en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.
Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Comme nous le savons tous, la plus grande partie est cachée sous l'eau. Donc, si le Titanic avait navigué de face, il est probable qu'il aurait d'abord heurté la partie de l'iceberg située sous l'eau, ce qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Frapper un iceberg n'est pas comme frapper un mur de briques. Dans ce cas, la glace sous l'eau aurait déchiré le fond du navire et causé des dommages aux côtés. Les icebergs ne sont pas non plus des objets plats et solides. S'il s'agissait d'une simple collision, le navire aurait pu rester à flot, mais les icebergs ont des formes et des tailles très diverses, qui vont des dômes à des formes de pics. Des études ont également été menées sur l'acier utilisé pour fabriquer le Titanic. Et les tests montrent que le métal était environ 10 fois plus fragile que l'acier que nous utilisons de nos jours. Le navire a été construit avant que nous comprenions les effets des basses températures sur l'acier. Le vieil acier utilisé pour fabriquer le navire ne se pliait pas face aux températures glaciales, mais se cassait. Les morceaux récupérés des plaques de la coque du Titanic montrent que la coque s'est simplement brisée lors de l'impact. Un choc frontal provoquerait également un arrêt très violent et brutal, de sorte que même si le navire n'avait pas coulé, il aurait quand même eu des problèmes majeurs. John regardait la scène, incrédule, alors qu'il dérivait lentement sur un morceau de bois dans les eaux glaciales de l'Arctique. John voyait le navire sur lequel il avait travaillé et vécu, son énorme proue s'élevant vers le ciel, puis se brisant en deux, provoquant un bruit que seul le tonnerre pouvait égaler. Désemparé et abasourdi, il croyait que lui, et lui seul, connaissait la sombre vérité derrière la disparition du navire insubmersible. Le Titanic. 5 jours plus tôt, alors que le Titanic prenait la mer pour son voyage inaugural, John travaillait dur aux côtés de ses collègues dans la soute à charbon, stockante le charbon pour alimenter le puissant fourneau du Titanic. Ils en avaient entreposé plus que John n'avait jamais vu sur aucun autre navire sur lequel il avait pu travailler. Mais c'était le Titanic, le plus grand navire qui ait jamais navigué sur les mers. Sur le Titanic, il ne pouvait jamais y avoir trop de charbon. Alors qu'il quittait Belfast et se dirigeait vers Southampton, une grande détonation s'est produite sous les ponts, qui est passée presque inaperçue. Le fourneau rugissait et les turbines turbinaient, faisant avancer le Titanic à un rythme accéléré. L'équipage criait tandis que le navire avançait, inconscient du bruit sourd qui entourait son départ. Une fois à Southampton, Greg est monté à bord parmi des centaines d'autres passagers. Avec 13 ans en mer, sa vaste expérience comprenait le rôle de quartier-maître sur 6 navires précédents, prêt à relever un nouveau challenge à bord du plus grand navire jamais construit. Il était impatient de relever un nouveau défi dans sa carrière. Greg est arrivé avec une grande expérience, notamment de la navigation dans l'Arctique. Son rôle était essentiel au sein de l'équipage, comprendre les mers autour du pôle Nord. Il serait une vigie clé alors qu'il s'apprêtait à emprunter la route périlleuse de l'allée des icebergs. Greg avait quelques inquiétudes concernant le voyage. L'orbite de la Terre était remarquablement proche du Soleil et de la Lune, ce qui provoquait des marées plus importantes. Cela rendrait les icebergs plus proéminents, les faisant dériver plus près de la route du Titanic lors de son voyage vers New York. En évaluant la tour de guet et en inspectant le matériel disponible, Greg n'a pas trouvé de jumelles. Cela l'a inquiété, mais les marins se sont contentés d'en rire. Si le bar est à court de glaçons, nous ne manquerons pas de racler un iceberg pour nous réapprovisionner, a dit un marin en riant. Greg ne partageait pas cette légèreté. Désireux de découvrir pourquoi ils avaient été laissés en rade d'équipement dans un rôle aussi vital sur le vaisseau, Greg a enquêté davantage. Malheureusement, l'officier qui avait les clés de l'armoire aux jumelles avait été radié de l'équipage à la dernière minute. Greg n'arrivait pas à croire qu'un élément d'une telle importance ait pu être oublié. Pour un navire aussi puissant avec autant de personnes à bord et qui empruntait un itinéraire particulièrement dangereux, cela n'avait aucun sens. Mais par peur d'être mis à pied pour avoir violé la propriété du navire, Greg a laissé tomber en espérant qu'il n'aurait finalement pas besoin de jumelles. En fin de compte, si des icebergs étaient attendus, un avertissement serait fait au capitaine l'informant de tout danger potentiel. Greg était loin de se douter que l'avertissement avait bel et bien été émis, notifiant les dangers qui les attendaient. Mais que le télégramme ne comportait pas le préfixe requis, qui devait assurer une livraison directe au capitaine. L'avertissement crucial a donc été négligé. Sous le pont, John et son équipe se préparaient au départ. En alimentant les moteurs, il a remarqué un résidu de gaz d'échappement épais, bien trop lourd pour provenir des fourneaux. L'équipage a cherché partout, dans les ponts inférieurs,
Après une recherche approfondie, ils ont réussi à localiser la cause de l'échappement. Il s'agissait d'un tas de charbon ardent dans une soute à charbon, sans que l'on sache quand il s'était enflammé. Une accumulation de charbon avait manifestement couvé, augmentant lentement en taille. La quantité de charbon qui couvait était inquiétante. L'alarme a été déclenchée, alertant un agent pour qu'il examine la question. L'officier a évalué les dégâts et a confirmé au capitaine qu'ils étaient jugés peu préoccupants car seuls des dégâts mineurs avaient été causés. John n'était pas convaincu par cette évaluation car il savait que dans les espaces confinés entourés de cloisons en fer, il se crée un environnement semblable à un four qui intensifie la chaleur avec le temps. Le Titanic continuait d'avancer, ce qui n'avait aucun sens pour John car il venait seulement de partir de Southampton. Il était persuadé qu'ils allaient faire demi-tour. John et son équipe ont reçu l'ordre de pelleter le charbon déjà embrasé dans le fourneau et de continuer jusqu'à ce que le contenu fumant soit consumé. C'était une tâche minutieuse qui pourrait prendre tout le voyage. Tu connais SOS, pas vrai ? 3 points, 3 barres obliques et 3 autres points. C'est un signal assez facile à capter en morse qui signifie « Save our souls », sauver nos âmes, ou « Save our ship », sauver notre navire. L'équipage du légendaire Titanic a désespérément essayé d'envoyer ce signal pendant 2 heures dans la nuit du 14 avril 1912. Il y avait d'autres navires non loin de l'endroit où l'iceberg a détruit le puissant Titan des mers, mais l'appel à l'aide semble avoir disparu avant de pouvoir les atteindre. Le navire de passagers SS Mount Temple a bien capté un signal et a essayé de répondre, mais le Titanic n'a jamais reçu la réponse. Alors, qu'est-ce qui a réduit au silence les appels au secours du navire ? Un triangle des Bermudes inconnu de l'Atlantique Nord ? Considère ceci. Des témoins ont dit que le ciel était illuminé par une brillante aurore boréale lors de cette froide nuit fatidique. Magnifique, oui, mais ce jour-là, les aurores boréales ont peut-être scellé le destin du Titanic pour de bon. Vois-tu, l'aurore boréale se forme grâce aux orages géomagnétiques. Cela semble compliqué, mais il s'agit essentiellement de fluctuations de la sphère magnétique terrestre. Et c'est le Soleil lui-même qui les cause. Le magnétosphère est comme une bulle protectrice qui entoure notre planète. Elle empêche les rayons solaires nocifs, les vents et autres dangers cosmiques de nous atteindre. Sans elle, la vie sur notre planète ne serait pas possible. La Terre ressemblerait davantage à Mars. Il faut aussi remercier les boussoles qui pointent vers le nord. Les experts savent que la magnétosphère terrestre affecte les équipements de navigation ou les perturbe, ce qui nous ramène au Titanic. Récemment, une chercheuse en météorologie, Mila Zinkova, a proposé une théorie selon laquelle les éruptions solaires qui ont provoqué un orage géomagnétique auraient pu jouer un rôle majeur dans la disparition prématurée du Titanic. Les éruptions solaires se manifestent sur Terre tout le temps. Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux orages magnétiques qu'elles provoquent. Ces derniers peuvent ressentir de la faiblesse, de la fatigue, des maux de tête et même des sautes d'humeur. Les jours habituels, la pression est la même des deux côtés. La magnétosphère bloque toutes les mauvaises choses et nous sommes tous heureux. Mais parfois des explosions se produisent sur le Soleil. Elles peuvent être massives de la taille de la Terre. Ces éruptions projettent une vague de particules chargées qui entrent en collision avec la magnétosphère à une vitesse élevée. Notre bulle protectrice se met alors en défense. Elle se rétrécit, se déforme et pousse ces particules vers les pôles. Cela crée des lumières brillantes qui dansent dans le ciel. Dans le nord, nous connaissons ces lumières sous le nom d'aurore boréale. Dans le sud, aurore australe ou les lumières du sud. Lorsque la magnétosphère pousse ces particules solaires et cosmiques vers les pôles, elle entre en collision avec des molécules de différents gaz. C'est pourquoi tu as cette gamme de couleurs. Par exemple, l'oxygène peut être vert ou rouge selon la distance, et l'azote est bleu ou violet. Ce que plusieurs personnes, y compris le second officier du navire de sauvetage Carpathia, ont vu cette nuit-là, était exactement ce phénomène. L'officier l'a noté dans le journal de bord avant de recevoir l'appel de détresse du Titanic. Mais attends, je vais un peu trop vite. Les aurores sont d'un signe visible d'un orage géomagnétique. Maintenant, parlons des équipements de navigation. Cela s'applique aux satellites et aux appareils de radiofréquence. Rappelons-nous qu'à l'époque du Titanic, il n'y avait pas d'iPhone. Du coup, le citoyen moyen ne pouvait pas remarquer que ces gadgets se déréglaient. Mais les appareils de navigation et le télégraphe sans fil existaient et étaient activement utilisés. Flashback, période du Moyen-Âge, lorsque les marins remarquaient que certains jours leur boussole se détraquait. Les flèches tournaient alors dans toutes les directions et les gens de l'époque ne savaient pas pourquoi. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que des scientifiques français ont découvert que ces jours problématiques se produisaient en même temps que l'apparition de taches noires sur le Soleil. Les éruptions solaires. Le mystère était résolu. Mais le Titanic disposait de l'équipement radio le plus avancé et le plus réputé de l'époque. Ils l'ont testé minutieusement pour s'assurer qu'il fonctionnait sur des distances allant jusqu'à 3200 km. Le Titanic a réussi tous les tests. Le 10 avril 1912, l'énorme paquebot a quitté Southampton et s'est mis en route pour New York.
Dès le lendemain, l'équipage a commencé à recevoir les premiers rapports sur les icebergs et les champs de glace à la dérive. Ils ont mis des points sur la carte pour marquer les coordonnées et ont poussé un soupir de soulagement. Tous les points problématiques se trouvaient au nord de l'itinéraire prévu pour le Titanic, mais au bout de quelques jours, les avertissements ont commencé à se déplacer de plus en plus vers le sud, s'approchant dangereusement du majestueux navire. Le 14 avril 1912, le capitaine Edward Smith a décidé de changer de cap vers le sud dans l'espoir de contourner la glace. Cela s'est avéré être une énorme erreur, pénétrant directement dans l'orage magnétique. Si les équipements de navigation étaient déréglés, ne serait-ce que par une petite erreur d'un demi-degré, le capitaine pouvait se tromper en amenant le navire droit vers un amas d'iceberg. Pire encore, les opérateurs radio ont ignoré les avertissements provenant des autres navires. Cela ou alors ils ont simplement oublié de les transmettre au capitaine. En tant que contractants, embauchés par la compagnie de radio, ils étaient plus intéressés par la transmission de télégrammes payés par les passagers du luxueux paquebot. L'émetteur radio est resté hors service ce soir-là, probablement à cause de tout ce petit trafic privé. Quand il a finalement été réactivé, l'opérateur Jack Phillips a reçu un autre message du SS Californian à 22h30. Leur opérateur tentait d'avertir Phillips des coordonnées des icebergs à la dérive. Mais il n'aura pas prêté attention, il était nerveux et pressé. L'orage magnétique était-il responsable de ses nerfs fragiles et de sa mauvaise humeur ? Nous ne pouvons que le spéculer. Mais comme tu le sais, certaines personnes sont plus sensibles à ce genre de choses. Le temps était clément, l'océan était calme, l'eau était parfaitement lisse. Malgré tous les avertissements, le navire a continué à naviguer à une vitesse maximale de plus de 40 km/h. Une heure plus tard, le Titanic est entré en collision avec le tristement célèbre iceberg. Le 15 avril, à minuit 14, au beau milieu de la nuit, les opérateurs du Titanic ont commencé à transmettre les premiers signaux d'urgence. Le SS Californian naviguait à seulement 32 km du Titanic. Il aurait pu facilement venir à son secours. Mais 10 minutes avant la catastrophe, l'opérateur radio du Californian était parti se coucher. Il était le seul sur le navire à comprendre le code Morse. Selon cette nouvelle théorie, les anomalies magnétiques ont peut-être bloqué les messages du Titanic vers d'autres navires. Par exemple, le navire à vapeur SS La Provence n'a reçu aucun signal du navire en perdition. Pourtant, il recevait toujours des transmissions d'un autre géant, l'Olympique, qui se trouvait à 800 km du Titanic. Cette nuit-là, les signaux étaient étranges. Ils se sont simplement perdus quelque part dans l'espace, ou ils étaient comme une énigme complexe, impossible à résoudre. Le SS Mount Temple a bien reçu un message et s'est précipité au secours du Titanic. Mais le destin a voulu que le bateau de sauvetage soit bloqué dans la glace. Il est arrivé aux dernières coordonnées connues du Titanic, mais le luxueux paquebot n'était pas visible. Les coordonnées étaient-elles correctes ? Le bateau à vapeur Carpathia se trouvait à environ 100 km de là. À 12h30, leur opérateur radio a dit à l'équipage du Titanic qu'il se précipitait pour l'aider. Le Carpathia, le navire célèbre pour être venu à son secours, naviguait à toute vitesse. Mais voici le plus étrange, au début ils se sont trompés d'endroit. L'orage magnétique aurait pu perturber l'équipement. La bonne nouvelle, c'est que le bateau a fini par atteindre le bon endroit quand ils ont vu les canots de sauvetage remplis de passagers. Il est intéressant de noter qu'une fois de retour au port, aucun problème n'a été détecté avec l'équipement du Carpathia. La panne s'est produite juste autour du site de l'épave. L'enquête qui a suivi a accusé des radios amateurs d'avoir bloqué les signaux. Aujourd'hui, nous avons peut-être bien une autre piste. Zinkova explique qu'à l'époque, il ne savait pas exactement comment et dans quelle mesure le soleil influençait la Terre. Personne n'aurait pu deviner que le soleil pouvait altérer l'équipement de navigation de ces énormes vaisseaux, surtout celui qui possédait alors le nec plus ultra de son époque. Il existe une autre théorie selon laquelle la Lune aurait pu jouer un rôle. Certains chercheurs affirment qu'en janvier 1912, notre satellite naturel était plus proche de la Terre que la normale. Il a provoqué de très fortes marées et fait monter le niveau de la mer. Chaque année, des icebergs se détachent du Groenland et s'arrêtent autour de Terre-Neuve. Mais pas cette année-là. L'augmentation du débit d'eau les a poussés plus loin pendant 3 mois. Et en avril, ils se sont retrouvés en plein sur le trajet des navires transatlantiques. Malheureusement, c'était un ensemble de circonstances désastreuses pour le Titanic.